Agatha Christie, 5 petits cochons, partie 7 du livre audio, 3e partie du roman. Chapitre 1. Conclusion. Carla le marchand releva la tête. Son visage était triste et elle avait les yeux fatigués. D'un geste las, elle remit en place une mèche de cheveux qui tombait sur son front. La main sur la pile de manuscrits, elle dit « Tout cela est déconcertant. Le point de vue change chaque fois. Chacun voit ma mère de façon différente. Mais les faits restent les mêmes et, sur eux, tout le monde s'accorde. » « Ainsi, demanda Poirot, cette lecture vous a découragé ? » « Oui. Pas vous ? » ?»« Non, répondit-il, d'une voix lente et posée. J'ai trouvé ces documents pleins d'intérêt et très instructifs. Moi, reprit-elle, je voudrais ne les avoir jamais lus. Poirot la considéra longuement. Alors, c'est là votre sentiment ? Oui, dit-elle amèrement. Tous sont persuadés que ma mère était coupable. Tous, sauf la tante Angela, mais son opinion ne compte pas. Elle est sincère, mais sa conviction, dont elle ne démordra jamais, ne repose sur rien. Elle se contente de répéter « Caroline ne peut pas avoir tué ». C'est l'impression que vous laisse son récit ? J'aimerais pouvoir penser autrement. Il est sûr que, si ma mère n'a pas tué, le coupable est l'une des 5 personnes qui ont écrit ces 5 relations du drame. J'ai bien fait à leur sujet quelques hypothèses. Je serais curieux de les connaître. Oh, ce ne sont que des hypothèses. Prenons par exemple le cas de Philip Blake. C'est un boursier. Il était le meilleur ami de mon père, dont on peut supposer qu'il avait confiance en lui. Les artistes sont toujours assez négligents dans les questions d'argent. Est-il impossible que Philip Blake se soit trouvé dans une situation financière catastrophique, qu'il ait eu recours à la fortune de mon père, qui lui ait fait signer quelques papiers, et qu'au moment où sa chute devenait certaine, il n'ait eu qu'un seul moyen de se sauver, faire disparaître Amyas pour toujours ? Pas trop mal imaginé, dit Poirot. Vous avez fait d'autres hypothèses ? Mon Dieu, il y a Elsa. Philip Blake dit qu'elle avait trop de bon sens pour songer à empoisonner quelqu'un. C'est une affirmation qui me paraît très contestable. Supposons que ma mère soit allée la trouver, qu'elle lui ait dit qu'elle ne divorcerait pas, que rien ni personne ne saurait l'y contraindre. Que ce soit ou non votre avis, je crois qu'Elsa avait une mentalité de petite bourgeoise, qu'elle tenait essentiellement au mariage pour tout ce qu'il implique de respectable. Je pense donc qu'elle aurait été très capable de voler la conéine. Elle en a eu l'occasion chez Meredith Blake, aussi bien que quiconque, et d'essayer ensuite de se débarrasser de ma mère en l'empoisonnant. C'était tout à fait dans son caractère. Par la suite, ce ne serait pas Caroline, mais Amyas qui, par erreur, aurait absorbé le poison. C'est ingénieux, également. Vous vous en êtes tenu à ces 2 hypothèses ? Carla hésita un peu et répondit. Non, j'ai aussi pensé à Meredith. Ah ah, fit Poirot, voyons ça. Voici, en lisant son rapport, je l'ai jugé comme le type capable de commettre un crime. Rêveur, lent, distrait. Celui dont on se moque volontiers. Peut-être, sans le laisser paraître, en souffrait-il. De plus, il vivait près de mon père, un homme non seulement riche et célèbre, mais le mari de celle qu'il avait désiré épouser. Il put avoir un jour la pensée de tuer, de là l'idée de fabriquer des poisons qui le lui permettraient. Le fait d'attirer l'attention de tous sur la conéine servirait à détourner de lui les soupçons. Si Caroline, qui le dédaigna autrefois, pouvait être accusée, il tiendrait sa vengeance. Dans son récit, il dit que les sentiments profonds d'un homme restent ignorés de son entourage. Est-ce à lui qu'il pensait ? Un bon point pour cette remarque, dit Poirot. Il ne faut pas tenir tout ce que nous rencontrons dans ces textes comme nécessairement vrai. Il se peut même que l'auteur ait cherché à nous tromper. Avez-vous encore quelque autre idée ? Avant de me mettre à lire, je m'étais demandé si Miss Williams n'était pas coupable. Après tout, par la suite de l'envoi d'Angela en pension,
Elle perdait sa situation et, Émias mourant subitement, il était possible qu'on renonçât au projet. Je parle évidemment d'une mort naturelle. Mais aurait-on suspecté quelque chose d'anormal dans la fin de mon père si Meredith ne s'était pas aperçue de la disparition du poison? J'en doute. Je me suis renseignée sur la conéine et les traces qu'elle laisse après la mort. On aurait pu attribuer le décès à une insolation. Je sais que le mobile, une place perdue, peut paraître mince, mais combien de crimes ont été commis pour des motifs futiles, pour des sommes d'argent ridiculement minimes? Une gouvernante d'un âge déjà certain, plus ou moins capable, pas sûre du tout de trouver un nouveau poste, inquiète de l'avenir. La théorie tenait, mais je me suis aperçue, en lisant ces récits, que Miss Williams ne correspondait pas au personnage. C'était, je crois, une très bonne gouvernante. Soyez-en sûrs, elle est demeurée très vive d'esprit, très active. Je le sais, on le devine à la lire. Et c'est parce que son récit a l'accent de la vérité que vous me voyez découragé. Dès le premier jour, monsieur Poirot, vous avez dit que c'était la vérité que vous vouliez. Eh bien, cette vérité, je crois que, maintenant, nous l'avons. Miss Williams a raison. Il faut avoir le courage de l'admettre, et on ne bâtit pas sur le mensonge sous prétexte qu'il vous est agréable de croire ceci plutôt que cela. J'accepte ma mère coupable. Je ne la juge pas, ne la blâme même pas. Peut-être qu'à sa place, j'aurais agi de même. Aimant mon père, elle était au fond du désespoir, après tant d'années de déception. J'essaie cependant aussi de comprendre mon père, sans le juger. Plein de vie, ardent, il voulait tout avoir, ignorant les obstacles. Pour lui, le fait d'être un grand peintre lui donnait tous les droits. Faut-il voir là une excuse ? Alors, dit Poirot, vous êtes satisfaite à présent ? Satisfaite ? Sa voix tremblait. Poirot, qui s'était levé, lui frappa paternellement sur l'épaule. Écoutez-moi bien, reprit-il. Vous abandonnez la lutte au moment où, plus que jamais, il vaut la peine de combattre. Au moment où moi, Hercule Poirot, je commence à me faire une idée assez précise de ce qui s'est réellement passé. Elle le dévisageait, surprise. Miss Williams aimait ma mère, dit-elle. Elle l'a vue de ses yeux, s'efforçant de faire croire qu'il s'agissait d'un suicide. Si vous ajoutez foi, Poirot ne la laissa pas aller plus loin. Miss le Marchand, c'est justement parce que Miss Williams a vu votre mère appliquant sur la bouteille de bière. Attention, je dis sur la bouteille de bière, les doigts de votre père mort, c'est justement pour cela que je puis vous déclarer, définitivement et une fois pour toutes, que votre mère n'a pas tué votre père. Il appuya cette déclaration d'un énergique mouvement du menton et quitta la pièce. La jeune fille resta stupéfaite. Chapitre 2. Poirot pose 5 questions. 1. Alors, monsieur Poirot. Il y avait dans le ton de Philip Blake un soupçon d'impatience. J'ai à vous remercier, répondit Poirot avec une parfaite courtoisie, du récit remarquablement précis que vous avez bien voulu m'envoyer. Philip Blake prit un air modeste. C'est très gentil à vous, dit-il sur un mode plus aimable. J'avoue avoir été surpris, en écrivant, de l'abondance de mes souvenirs. Vous m'avez donné, je le répète, reprit le détective, un récit clair, ordonné, mais où j'ai relevé pourtant des omissions. Le financier fronça le sourcil. Des omissions ? Votre relation, expliqua Poirot, ne me semble pas, comment dire, d'une franchise absolue. Sa voix se fit plus sèche. J'ai appris, monsieur Blake, qu'une fois au moins au cours de cet été, Mrs. Crail vous a rendu visite pendant la nuit. On l'a vu sortir de votre chambre à une heure assez compromettante. Il y eut un silence.
on n'entendait que la respiration oppressée de Philip Blake. « Qui vous a dit ça ?» demanda-t-il. « Peu importe, je le sais. C'est l'essentiel. » Un nouveau silence suivit. Au bout d'un instant, prenant son parti, Philip Blake se décida à parler. « Par accident, j'imagine, dit-il. Vous avez découvert un fait d'ordre purement privé. J'admets qu'il ne cadre pas très bien avec ce que j'ai écrit. Encore que ce ne soit pas aussi sûr que vous le figurez. Quoi qu'il en soit, puisque ce fait, vous le connaissez, force m'est bien maintenant de vous dire la vérité. Je détestais Caroline Crail, mais cela ne m'empêchait pas, dans le même temps, d'être très attiré par elle, ceci expliquant peut-être cela. C'est parce que le pouvoir de séduction qu'elle exerçait sur moi m'était insupportable. C'est parce que je voulais la tenir en échec que je m'appliquais à ne voir de Caroline Crail que ses défauts. Comprenons-nous bien. Je n'ai jamais eu pour elle de sympathie, mais je la désirais. Cela m'était arrivé dans ma jeunesse. Elle n'avait pas paru s'en apercevoir. Et c'est une chose que je ne pouvais oublier. Je crus ma chance venue quand la jeune Elsa eut complètement tourné la tête à Émias. Un beau jour, je ne sais comment, je me trouvais déclarant mon amour à Caroline. Avec une tranquille insolence, elle me répondit que je ne lui apprenais rien de neuf. Sans doute, je savais qu'elle ne m'aimait pas, mais je l'avais vue si désemparée par suite des nouvelles amours d'Émias qu'elle me semblait, à ce moment-là, une proie facile. Elle consentit à venir dans ma chambre une nuit, et elle vint. Blake se tut. Les mots maintenant se dérobaient. Elle vint, reprit-il, et là, tandis que je la serrais dans mes bras, elle me dit que je perdais mon temps, qu'elle était la femme d'un seul homme, la femme d'Émias, qu'elle restait avec lui dans la bonne comme dans la mauvaise fortune, heureuse ou malheureuse, qu'il se conduisait mal avec elle, mais qu'elle ne pouvait lui en garder rancune et que je ne devais, moi, pas lui en vouloir à elle. Et elle s'en alla. Elle s'en alla. Voilà ce qu'elle m'a fait. Est-il étonnant, monsieur Poirot, que je l'ai détestée plus encore, que je l'ai haïe? Étonnant que je ne lui ai jamais pardonné, ni l'insulte qu'elle m'infligea, ni le fait qu'elle tuât l'ami qui m'était le plus cher au monde. Philip Blake s'était levé. La colère le faisait trembler. Criant presque, il ajouta : « Je ne veux pas parler de ça. Vous m'avez compris ? Vous avez votre réponse ? Alors, allez-vous-en, et ne revenez jamais me parler de cette histoire. » 2. Ce que je voudrais savoir, monsieur Blake, c'est dans quel ordre, ce jour-là, vos visiteurs ont quitté votre laboratoire. « Mais, mon cher monsieur Poirot, s'écria Meredith Blake, comment voulez-vous que je m'en souvienne ? Après 16 ans, je vous ai dit que Caroline était sortie la dernière. En êtes-vous sûr ? Oui, enfin, je le crois. » Meredith Blake se leva et les deux hommes gagnèrent le laboratoire. Tandis que Meredith écartait les volets intérieurs, Poirot dit, avec une étonnante autorité dans la voix : « Maintenant, mon cher ami, vous venez de nous montrer vos différentes préparations d'herbes et de plantes. Fermez les yeux et rappelez vos souvenirs. » Meredith Blake obéit. Poirot tira de sa poche un mouchoir qu'il promena à peu de distance du visage de Meredith, dont les narines frémirent imperceptiblement. « C'est extraordinaire, dit Meredith, comme les choses me reviennent en ce moment. Caroline, je m'en souviens maintenant, avait une robe café au lait. Philippe s'ennuyait ferme. Il trouvait ma manie stupide. Maintenant, reprit Poirot, nous sommes sur le point de sortir. Vous allez vous rendre à la bibliothèque où vous lirez à vos amis une page sur la mort de Socrate. Qui franchit la porte le premier ? Vous ? Elsa et moi, oui. Elle est sortie d'abord. Je venais sur ses talons et nous bavardions. Je suis resté de l'autre côté de la porte, attendant que tout le monde fût sorti pour la fermer. Philippe est venu immédiatement derrière nous.
avec Angela qui lui demandait, je me rappelle, pourquoi les boursiers jouant à la baisse s'appelaient des ours. Émias les suivait. J'attendais toujours. Caroline, forcément. Vous êtes donc sûr qu'elle est bien sortie la dernière? Avez-vous vu ce qu'elle faisait dans le laboratoire? Non, je tournais le dos à la pièce, parlant à Elsa, qui devait me trouver terriblement rasoir. J'étais en train de lui raconter comment, en vertu de vieilles superstitions, certaines plantes se cueillent au moment de la pleine lune. Caroline est sortie enfin, pressée de rejoindre les autres, m'a-t-il semblé, et j'ai fermé la porte. Il rouvrit les yeux et regarda Poirot qui remettait son mouchoir dans sa poche. Meredith flaira l'atmosphère et remarqua mentalement, non sans quelque mépris, que Poirot se parfumait. Oui, conclut-il, maintenant j'en suis absolument sûr. C'est bien l'ordre. Elsa, moi-même, Philippe, Angela et Caroline. Ça vous sera utile? C'est conforme à ce que je pensais, répondit Poirot. Je vais réunir tout le monde ici. Ce ne sera pas difficile. 3. Alors? Elsa d'Itisham interrogeait avec une curiosité avide, une curiosité d'enfant. Je voudrais, madame, répondit Poirot, vous poser une question. Faites. Lorsque tout fut terminé, je veux dire après le procès, Meredith Blake ne vous a-t-il pas demandé en mariage? Elsa, très étonnée, prit un air dégoûté. Si, pourquoi? La chose vous a surprise? Je ne m'en souviens plus. Et qu'avez-vous répondu? Elle éclata de rire. Ce que vous pensez, évidemment. Après Émias, Meredith, c'était proprement ridicule. Meredith se conduisait comme un imbécile, à son habitude, d'ailleurs. Elle sourit et poursuivit. Il voulait me protéger, veiller sur moi. C'est ainsi qu'il présentait la chose. Comme tout le monde, il se figurait que le procès avait été pour moi une épreuve terrible, avec les reporters, les gens qui me huaient et me couvraient de boue. Elle se tut, rêveuse, un instant, avant d'ajouter. Ce pauvre vieux Meredith. Quel idiot! Puis, de nouveau, éclata de rire. 4. Une fois encore, Hercule Poirot affrontait le regard aigu de Miss Williams, et une fois encore, son âge oublié, il se retrouvait devant elle comme un petit garçon, timide et plein d'appréhension. Il expliqua qu'il eût été heureux de lui poser une question. Miss Williams ayant déclaré qu'elle ne demandait pas mieux que d'y répondre, il dit, pesant ses mots avec soin. Angela Warren fut blessée et défigurée alors qu'elle était encore une enfant, presque un bébé. Le fait se trouve mentionné 2 fois dans mes notes. La première fois, il est dit que Mrs. Crail lança un serre-livre à la tête du bébé. La seconde, qu'elle se jeta sur lui pour le frapper avec une barre de fer. De ces 2 versions, quelle est la bonne? Miss Williams n'hésita pas. Je n'ai jamais entendu parler de barre de fer. L'histoire du serre-livre seule est exacte. De qui tenez-vous cette certitude? D'Angela elle-même qui, presque dès mon arrivée, m'a donné le renseignement sans que je le lui demande. Que vous a-t-elle dit exactement? Me montrant du doigt sa joue abîmée, elle m'a dit « C'est Caroline qui m'a fait ça quand j'étais toute petite, en me jetant un serre-livre à la figure. N'y faites jamais allusion, vous lui feriez énormément de peine. » Mrs. Crail elle-même ne vous a jamais parlé de l'incident? Jamais directement, sans doute parce qu'elle considérait que j'étais au courant. Je me souviens qu'elle m'a dit un jour « Je sais que vous trouvez que je gâte Angela. C'est que, voyez-vous, j'ai toujours le sentiment que tout ce que je pourrais faire pour elle ne réparera jamais le mal que je lui ai fait. » Une autre fois, elle m'a dit « Savoir qu'on a blessé quelqu'un pour la vie, c'est le plus lourd fardeau qu'un être humain puisse avoir à porter. » Poirot remercia. Il allait se retirer. Miss Williams le retint. « Monsieur Poirot, dit-elle, je ne vous comprends pas. Vous avez montré à Angela le récit que je vous ai envoyé? » Oui. Et malgré cela, vous continuez à... Elle ne termina point sa phrase. Mais oui,
dit Poirot. Réfléchissez 1 minute. Si, passant devant l'étalage d'une poissonnerie, vous voyez alignés sur le marbre 12 poissons, vous pensez naturellement que ce sont 12 vrais poissons. Il se pourrait pourtant que l'un d'eux fût empaillé. C'est bien improbable, et, de toute façon, improbable, oui, impossible, non. Un de mes amis, qui était de la partie, plaça un jour un poisson empaillé dans son étalage pour faire la comparaison. De même, si en plein mois de décembre vous voyez un bouquet de zinnias dans un salon, vous penseriez qu'il s'agit de fleurs artificielles. Pourtant, il pourrait s'agir de fleurs réelles, arrivées de Bagdad par avion. Je vous l'accorde, mais qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie seulement que c'est avec les yeux de l'esprit qu'il faut voir. 5. Poirot ralentit le pas en approchant du grand immeuble de Regent's Park. À la réflexion, il se demandait s'il était bien indispensable d'aller interroger Angela Warren. Il n'avait qu'une question à lui poser et elle pouvait attendre. Non, ce qui l'amenait là, il lui fallait bien en convenir, c'était sa vieille passion pour la symétrie. 5 personnes, 5 questions, c'était mieux comme ça. Bah, il verrait bien. Angela Warren l'accueillit sans dissimuler sa curiosité. Il était à peine entré qu'elle lui demanda s'il avait trouvé quelque chose. Poirot, plus mandarin que jamais, hocha la tête sans trop se compromettre. « Ce que je puis dire, fit-il modestement, c'est que je progresse. »« Philip Blake ?» Elle interrogeait, un peu comme si elle eût porté une accusation. « Miss Warren, » répondit-il, « je ne veux rien dire encore. L'heure n'est pas venue. Je suis venu pour vous demander si vous accepteriez de venir au manoir de Handcross. Les autres consentent à s'y rendre. » Elle plissa le front d'un air inquiet. « Qu'avez-vous donc l'intention de faire? Une reconstitution, après 16 ans passés? J'ai l'impression que nous verrons mieux les choses. Viendrez-vous? » Lentement, elle dit. « Certainement. Il m'intéressera de les revoir. Peut-être, maintenant, les comprendrai-je mieux, eux. Vous voudrez bien apporter la lettre que vous m'avez montrée? » Elle le regarda, hostile. « Cette lettre est à moi. Je vous l'ai montrée pour une seule et unique raison. Mais je n'ai pas l'intention de permettre qu'elle soit lue par des personnes qui ne me sont pas sympathiques et dont certaines... » Poirot lui coupa la parole. « Voulez-vous vous en rapporter à moi? » « Pas le moins du monde. J'aurai la lettre sur moi, mais je déciderai d'après mon propre jugement, dont je me permets de penser qu'il vaut le vôtre. » Poirot écarta les mains dans un geste résigné. « Vous permettez, dit-il en se levant, que je vous pose une toute petite question? Dites, au moment du drame, est-ce que vous n'aviez pas lu récemment La lune et sixpence de Somerset Maugham? Angela Warren considéra Poirot avec stupéfaction. « Si, il me semble bien. Mais comment savez-vous ça? » C'est simplement pour vous montrer que, même dans les petites choses, je suis un peu sorcier. Il y en a que je sais sans qu'on me les ait dites. Chapitre 3. Reconstitution. Par la fenêtre, le soleil entrait largement dans le laboratoire. On avait apporté des fauteuils et un canapé, mais il meublait moins la pièce qu'il ne soulignait son aspect désolé. Pas très à son aise, tiraillant les poils de sa moustache, Meredith Blake bavardait à bâton rompu avec Carla. « Ma chère enfant, lui disait-il, vous ressemblez à votre mère, et vous ne lui ressemblez pas. »« Comment cela ? Vous avez son teint, sa démarche, son port de tête, mais vous paraissez... comment dire ? Vous paraissez avoir plus qu'elle ne l'avait le sens des réalités. » Philip Blake, maussade et renfrogné, regardait par la fenêtre, cependant que ses doigts tambourinaient sur la vitre des marches. Il finit par demander à quoi rimait cette réunion, qui lui gâchait un magnifique samedi après-midi. Hercule Poirot se hâta de s'excuser.
Je sais, dit-il, que je suis impardonnable, le golf étant quelque chose de sacré. Mais, monsieur Blake, il s'agit de la fille de votre meilleur ami. Le maître d'hôtel annonçait Miss Warren. Meredith alla au-devant d'elle. « C'est très gentil à vous, Angela, d'avoir trouvé le temps de venir. Je sais que vous êtes très occupée. » Carla, après avoir dit à sa tante qu'elle avait lu avec un brin d'orgueil familial l'article d'elle publié, le matin même, par le Times, lui présentait un homme, jeune, les épaules carrées, le visage calme et volontaire. « John Rattray, lui et moi nous espérons nous marier bientôt. »« Oh, j'ignorais. » Meredith, cependant, accueillait Miss Williams, qui venait d'arriver, mince, frêle, mais l'allure toujours aussi énergique. Angela se porta à sa rencontre. « Je me retrouve écolière, dit-elle, souriant à la vieille institutrice. « Une écolière, en tout cas, dont je suis très fière, répondit Miss Williams. Vous, au moins, vous m'avez fait honneur. Et je suppose que voici Carla. Elle ne se souviendra pas de moi. Elle était si petite encore. » Philip Blake ne cherchait plus à dissimuler sa mauvaise humeur. « Enfin, demanda-t-il, qu'est-ce que tout cela signifie ? » « On ne m'avait pas dit. »« Il s'agit, déclara Poirot, de ce que j'appellerais une excursion dans le passé. Peut-être, pour attendre notre dernière invitée, pourrions-nous nous asseoir. Quand elle sera là, nous commencerons. Nous évoquerons les esprits. »« En voilà une plaisanterie !» s'exclama Philip Blake. « Vous ne prétendez pas nous régaler d'une séance de spiritisme, non ?» Poirot le rassura. « Nous allons seulement, expliqua-t-il, discuter des faits qui se sont passés il y a très longtemps, les discuter et, peut-être, préciser leur sens. Quant aux esprits, ils ne se matérialiseront pas, mais qui oserait dire qu'ils ne sont pas ici, bien que nous ne puissions les voir. Qui pourrait assurer qu'Amyas et Caroline Crail ne nous écoutent pas ? » De telles âneries ! Philip Blake allait répliquer avec la vigueur que laissait prévoir ce début de phrase, mais il s'interrompit net. Le maître d'hôtel annonçait Lady Ditisham. Elle entra, un peu hautaine, avec sur le visage cet air d'ennui qui l'abandonnait rarement. Elle sourit discrètement à Meredith et passa sans paraître les voir devant Angela et Philippe pour aller s'asseoir près de la fenêtre, un peu à l'écart. Elle rejeta de son dos la superbe écharpe de fourrure qu'elle portait sur les épaules, puis, après avoir parcouru la pièce des yeux, elle dévisagea Carla. La jeune fille soutint son regard, essayant, sans animosité, mais avec curiosité, de comprendre qui était cette femme qui avait fait le malheur de ses parents. « Monsieur Poirot, dit enfin Elsa, je m'excuse d'être un peu en retard. »« Je vous sais gré, madame, répondit Poirot, d'avoir consenti à venir. » Affectant d'ignorer les regards chargés d'hostilité que lui lançait Miss Williams, Elsa, très à l'aise, s'adressait à Angela. « Je ne vous aurais pas reconnu. Il est vrai qu'il y a si longtemps que nous ne nous sommes vus. » Poirot bondit sur l'occasion. « Oui, dit-il, il y a 16 ans que se sont déroulés les événements dont nous allons parler. Auparavant, toutefois, j'aimerais vous expliquer pourquoi nous sommes ici. » En quelques mots, il conta comment Carla avait fait appel à lui et pourquoi. Puis, dédaignant aussi bien la mine courroucée de Philip Blake que les airs offusqués de Meredith, il conclut. « La mission dont Miss Le Marchand me priait de me charger, je l'ai acceptée et me suis mise à l'œuvre pour dégager la vérité. » Enfoncée au creux d'un vaste fauteuil, Carla Le Marchand écoutait Poirot, mais elle ne suivait que distraitement son discours. Il lui semblait très loin. Une main placée en abat-jour au-dessus de ses yeux, elle étudiait 5 visages, ces 5 personnes qui étaient devant elle. Elsa, avec ses allures de bel animal exotique, Philippe, avec sa figure rubiconde, Meredith, si doux, si gentil, cette vieille sorcière d'institutrice, et la froide Angela. Ces 5 personnes, pouvaient-elles les imaginer commettant un crime ? Pouvaient-elles, avec de l'application,
se les représenter tuant quelqu'un? Oui, sans doute. Seulement, c'étaient des meurtres tout différents de celui auquel elle songeait. Philip Blake, elle le voyait fort bien étranglant une femme dans un moment de furieuse colère. C'est également sans trop de peine qu'elle imaginait Meredith menaçant un cambrioleur de son revolver et le tuant sans le vouloir, par maladresse. Angela Warren, elle pouvait également se la figurer faisant usage d'une arme. Elle tirerait sans hésitation, non pas pour se défendre peut-être, mais pour protéger sa caravane, sa mission. Elsa, elle l'évoquait très facilement dans quelque fantastique château, mollement allongé sur des coussins aux couleurs chatoyantes et disant « Jetez ce misérable du haut des remparts !» Miss Williams, par contre, impossible de concevoir qu'elle pût devenir une criminelle. Et un autre tableau s'imposait à son esprit, un tableau d'un autre genre. Elle se retrouvait petite fille, demandant à Miss Williams si elle n'avait jamais tué personne. Et Miss Williams répondait « Occupez-vous de votre problème, Carla, et ne posez pas de questions stupides. Tuer quelqu'un, c'est très mal. » Hercule Poirot parlait toujours. « Telle était ma tâche. Je me suis donc, si j'ose ainsi m'exprimer, mise en marche arrière pour remonter le cours des ans et découvrir ce qui s'était réellement passé à Alderbury. »« Mais, s'écria Philip Blake, ce qui s'est passé, nous le savons tous. Prétendre autre chose, c'est purement et simplement une escroquerie éhontée. Toute cette histoire n'est pour vous qu'un prétexte à prendre de l'argent à cette petite. » Poirot s'était promis de ne pas s'emporter. « Vous dites, répondit-il tranquillement, que nous savons tous ce qui s'est passé. C'est là parler sans réfléchir. La version acceptée d'un fait n'est pas authentique pour autant. À première vue, par exemple, vous, monsieur Blake, vous détestiez Caroline Crail. C'est ce qui explique votre attitude vis-à-vis d'elle. C'est la version acceptée. Mais il suffit d'avoir un peu le sens de la psychologie pour s'apercevoir que la vérité est tout autre. Vous avez toujours, et malgré vous, été attiré par Caroline Crail. C'est parce qu'elle exerçait sur vous une séduction qui vous était insupportable que vous vous acharniez à ne voir d'elle que ses défauts et à vous répéter que vous ne pouviez pas la souffrir. De même, M. Meredith Blake passait pour avoir depuis des années un véritable culte pour Caroline Crail. Dans son récit du drame, il se représente comme douloureusement affecté pour elle de la conduite d'Amyas Crail. Mais lisez entre les lignes, et vous constaterez qu'il n'avait plus en réalité pour elle que des sentiments d'affectueuse amitié, et que celle qui occupait toutes ses pensées, c'était la jeune, la jolie Elsa Greer. Meredith tout sauta, gênée. Elsa Ditticham sourit. « C'est fait, » poursuivit Poirot. « Je ne les signale qu'à titre d'exemple, encore qu'ils aient eu leur importance dans le déroulement des événements. Je m'engageais donc sur la route du passé afin de recueillir sur le drame tous les renseignements que je pourrais trouver. Je m'entretins successivement avec l'avocat qui assura la défense de Caroline Crail, avec l'assistant du procureur qui soutint l'accusation, avec le vieil avoué de la famille et avec son principal clerc, lequel avait suivi toutes les audiences du procès, avec le commissaire de police qui dirigea l'enquête, et, pour finir, avec les 5 personnes qui se trouvaient à Alderbury au moment de la mort d'Amyas Crail. Les déclarations des uns et des autres me permirent de me faire, par la juxtaposition de petits détails multiples, une image assez exacte de Caroline Crail et d'apprendre un certain nombre de choses, et notamment qu'à aucun moment Caroline Crail n'a protesté de son innocence, sauf dans une lettre écrite pour sa fille. Qu'au procès, elle ne manifesta aucune anxiété, qu'en fait l'affaire semblait l'intéresser à peine et que, d'un bout à l'autre des débats, elle parut résignée à sa condamnation. Qu'en prison, elle se montra d'une extraordinaire sérénité, que dans la lettre qu'elle écrivit à sa sœur immédiatement après le verdict, elle acceptait son destin sans le moindre regret, et qu'enfin, de l'avis de tous, à une seule exception près,
Caroline Crail était coupable. Bien sûr qu'elle était coupable, remarqua Philip Blake à haute voix. Poirot continuait. Mais mon rôle ne consistait pas à faire mienne l'opinion des autres. Les preuves prétendues de la culpabilité de Caroline Crail, je devais les examiner moi-même. Je devais étudier moi-même les faits et me convaincre qu'ils s'accordaient avec l'aspect psychologique du problème. Pour cela, je pris soigneusement connaissance du dossier de police et j'obtins des 5 témoins du drame un récit des événements, documentation pour moi extrêmement précieuse parce qu'elle contenait des choses que ne pouvaient me fournir les archives policières. Savoir, primo, la relation de certaines conversations et de certains incidents qui, du point de vue des enquêteurs, étaient sans rapport avec l'affaire. Secundo, l'opinion des uns et des autres sur les pensées et les sentiments de Caroline Crail, opinion qu'ils n'avaient légalement pas le droit de donner dans leur déposition. Et, tertio, la mention de certains faits qui avaient été délibérément cachés à l'instruction et au procès. Je me trouvai ensuite en mesure de raisonner l'affaire par moi-même. Un point me frappa tout de suite. Caroline Crail avait de sérieuses raisons de commettre le crime pour lequel elle fut condamnée. Elle aimait son mari. Il avait admis devant plusieurs personnes qu'il se proposait de la quitter pour une autre femme, et elle avait reconnu, elle, être fort jalouse. Voilà pour le mobile. Passons aux moyens. Un flacon de parfum vide, ayant contenu de la conéine, et sur lequel on ne relevait pas d'autres empreintes digitales que les siennes, avait été découvert dans le tiroir de la commode de Caroline Crail. Interrogée, elle avoua avoir volé le poison dans la pièce où nous sommes en ce moment. On trouva également ses empreintes sur la bouteille de conéine. Je demandai à M. Meredith Blake dans quel ordre ses visiteurs avaient, la veille du drame, quitté le laboratoire. Il me semblait, en effet, inconcevable que quelqu'un eût pu transvaser la conéine de la bouteille dans le flacon alors que 5 personnes se trouvaient dans la pièce. Elsa Greer était sortie la première, suivie successivement de Meredith Blake, d'Amyas Crail et, enfin, de Caroline Crail. M. Meredith Blake, tandis qu'il attendait qu'elle sortît, tournait le dos à la porte et ne pouvait donc voir ce qu'elle faisait. Elle eut donc bien la possibilité matérielle de s'emparer du poison, et je tiens que c'est bien ce qu'elle a fait. À l'appui de cette hypothèse, je rapporterai un propos que M. Meredith Blake me tint l'autre jour, dans cette pièce même. Je me revois, me dit-il, près de cette même fenêtre, par laquelle entrait l'odeur du jasmin. Or, on était en septembre, et le buisson de jasmin qui est devant cette fenêtre fleurit au mois de juin et de juillet. Il n'était certainement plus en fleurs à cette époque de l'année, ce qui expliquait l'impression de M. Meredith Blake, ce souvenir olfactif. C'est que le flacon de parfum que Mrs. Crail avait dans son sac, et dans lequel elle allait verser la conéine qu'elle se proposait de voler, ce flacon avait contenu du jasmin. Sans qu'on s'en aperçût, elle avait vidé le parfum par la fenêtre. Je fis à ce sujet une petite expérience. L'autre jour, je priai M. Blake de fermer les yeux et d'essayer de se souvenir de l'ordre dans lequel ses visiteurs étaient sortis du laboratoire. Une bouffée de jasmin stimula immédiatement sa mémoire. Les odeurs agissent sur nous beaucoup plus que nous ne le pensons. J'en arrive au drame lui-même. Jusqu'ici, je le ferai remarquer, les faits ne sont pas contestés. Miss Greer a brusquement révélé que M. Crail pense à l'épouser. Amyas Crail a reconnu que c'était exact. Caroline Crail est très affectée de la chose. Tout cela est établi par plusieurs témoignages concordants et nous sommes d'accord. Le matin, une scène éclate dans la bibliothèque entre Amyas Crail et Caroline. Elle s'écrie « Toi et tes femmes » et un peu plus tard « Il y a des moments où je te tuerai avec plaisir et, un jour, c'est ce que je ferai. » Cela, 2 personnes l'ont entendu. M. Philip Blake, qui se trouvait dans le hall, et Miss Greer, qui était assise dehors. Miss Greer a également entendu M. Crail demander à sa femme d'être raisonnable. À quoi Mrs. Crail a répondu « Plutôt que de te voir partir avec cette fille,
J'aimerais mieux te tuer. » Peu après, Amyas Creil arrive sur la terrasse et dit à Miss Greer qu'il est temps de descendre au jardin de la batterie pour poser. Elle rentre pour prendre un chandail et ils s'en vont. Psychologiquement, jusqu'ici, tout est normal. Chacun se comporte comme on pouvait s'y attendre. Nous arrivons maintenant à l'invraisemblable. Monsieur Meredith Blake a découvert le vol. Il téléphone à son frère, qui vient l'attendre au débarquer. Ils remontent ensemble vers la maison. Quand ils passent sous les murs du jardin, Caroline Creil est en train de discuter avec son mari. Il s'agit de l'envoi d'Angela en pension. Et voilà qui me paraît bien singulier. Ils viennent d'avoir une scène terrible, une scène qui s'est terminée par des menaces de mort et, 20 minutes plus tard, une demi-heure peut-être, ils discutent le plus simplement du monde d'une petite affaire domestique. Poirot se tourna vers Meredith. « Monsieur Blake, vous citez dans votre récit quelques mots que vous avez entendus alors. Ceci, je crois, l'affaire est réglée et je veillerai moi-même à ce qu'elle fasse ses bagages. » « C'était quelque chose comme ça, oui. »« Vos souvenirs concordent-ils » demanda Poirot, s'adressant à Philip Blake. Celui-ci plissa le front. « Il me semble. Le détail n'était pas resté dans ma mémoire, mais je me souviens effectivement avoir entendu parler de bagages. »« Par Monsieur Creil ? Pas par Mrs. Creil ? Par Amyas ? Tout ce que j'ai entendu dire à Caroline à ce moment-là, c'est que c'était dur pour la petite. Mais quelle importance tout cela a-t-il ? Nous savons tous qu'Angela devait s'en aller sous peu de jours. »« C'est, répondit Poirot, que vous ne voyez pas encore la force de l'argument. Pourquoi Amyas Creil s'occuperait-il des bagages d'Angela ? C'est absurde. Il y avait Mrs. Creil, il y avait Miss Williams. Et la femme de chambre. Faire les malles d'une fillette, c'est l'affaire d'une femme, et non celle d'un homme. »« Et après ?» répliqua Philip Blake d'une voix impatiente. « Tout ça n'a rien à voir avec le crime. »« Vous croyez. C'est pourtant le premier point qui retint mon attention. J'en notai bientôt un autre, non moins curieux. Celui-ci. Mrs. Creil est désespérée. C'est une femme qui a le cœur brisé. Elle vient de menacer son mari de mort. Elle songe soit à se tuer, soit à le tuer, lui, et très gentiment, elle va s'offrir à lui apporter de la maison de la bière fraîche. »« Si elle envisageait de commettre un crime, fit remarquer Meredith Blake, la chose n'a rien d'étrange. Au contraire, c'est exactement ce qu'elle devait faire. Elle essayait de donner le change. »« J'en doute, fit Poirot. Admettons par hypothèse qu'elle a décidé d'empoisonner son mari. La conéine, elle l'a. Amyas a une petite réserve de bière au jardin. Si elle a résolu de tuer son mari, Caroline Creil aura une de ses bouteilles à un moment où elle sera sûre de ne pas être vue. Meredith protesta. « Elle ne pouvait pas faire ça. Cette bière empoisonnée, quelqu'un d'autre aurait pu la boire. »« Oui, dit Poirot, Elsa Greer. »« Prétendriez-vous que, si elle a résolu de tuer son mari, Caroline Creil aura quelques scrupules à supprimer également sa rivale ? » Cette fois, Meredith Blake se tut. « Mais, poursuivit Poirot, laissons ce détail pour l'instant et tenons-nous-en au fait. Caroline Creil, donc, annonce à son mari qu'elle va lui faire apporter un peu de bière fraîche. Elle monte à la maison et va chercher dans la glacière une bouteille de bière avec laquelle elle redescend au jardin. Elle le sert, il boit et dit « Aujourd'hui, rien ne me paraît bon. » Mrs. Creil rentre à la maison. Au déjeuner, elle ne donne aucun signe d'agitation. Je note le fait. Je n'en tire aucune conclusion. Il ne prouve rien. Les assassins ne se comportent pas tous de la même façon. Certains sont calmes, d'autres ne le sont pas. Le repas terminé, Caroline retourne au jardin, découvre son mari mort et fait ce qu'il était normal qu'elle fît. Bouleversée, elle envoie la gouvernante au téléphone. Il faut prévenir un médecin. Et nous en arrivons à un fait jusqu'à présent demeuré inconnu. Consultant Miss Williams du regard, il ajouta « Je puis parler ?» La vieille institutrice lui ayant répondu, un peu pâle, qu'elle ne lui avait pas demandé le secret,
Poirot, lentement, ménageant ses effets avec art, conta ce qu'avait vu Miss Williams à son retour au jardin. Elsa Ditisham, stupéfaite, se ressaisit vite. Elle interpella directement Miss Williams. « Vous l'avez vraiment vu faire ça ?» demanda-t-elle, incrédule. Philip Blake ne laissa pas à Miss Williams le temps de répondre. « Eh bien, s'écria-t-il, la cause est entendue. Inutile d'insister. »« Croyez-vous » fit doucement Poirot. Angela, cependant, proclamait qu'elle ne croyait pas un mot de ce qu'elle venait d'apprendre. Muet, Meredith Blake, très émue, taquinait les pointes de sa moustache. Miss Williams, seule, très droite dans son fauteuil, les joues un peu roses peut-être, conservait tout son calme. « Je n'ai dit, » déclara-t-elle tranquillement, « que ce que j'ai vu. »« Bien entendu, » reprit Poirot, « nous n'avons que votre parole. » Miss Williams ne lui permit pas d'aller plus loin. « Vous n'avez que ma parole, » lança-t-elle d'une petite voix aigrelette. « Vous saurez, monsieur Poirot, que je ne suis pas habituée à ce qu'on la mette en doute. » Elle foudroyait Poirot du regard. Il s'inclina, en une sorte de salut cérémonieux, et répondit « Miss Williams, je ne doute pas de votre parole. Les choses se sont passées comme vous le dites, et c'est parce qu'elles se sont passées comme vous le dites que je sais que Caroline Crail n'était pas coupable, qu'elle ne pouvait pas être coupable. » Pour la première fois, John Rattray parla. « Je serais curieux, monsieur Poirot, de savoir d'où vous tirez cette certitude. » Poirot se tourna vers lui. « Je vais vous le dire. Qu'a vu Miss Williams ? Elle a vu Caroline Crail essuyer avec soin les empreintes qui se trouvaient sur la bouteille et appuyer sur cette même bouteille les empreintes de son mari. Je dis sur la bouteille. Or, la conéine était dans le verre et non dans la bouteille. On n'a pas trouvé trace de poison dans la bouteille. Il n'y a jamais eu de conéine dans la bouteille, et cela, Caroline Crail ne le savait pas. Elle est supposée avoir empoisonné son mari, et elle ne sait pas comment il a été empoisonné, puisqu'elle croit que le poison a été versé dans la bouteille. Mais, fit Meredith, pourquoi ? Oui, poursuivit Poirot. Pourquoi ? Pourquoi Caroline Crail tenait-elle tant à accréditer l'hypothèse du suicide ? La réponse doit être très simple, et elle l'est. Parce qu'elle savait qui avait commis le crime, et parce qu'elle était prête à tout faire, à tout endurer, pour que cette personne ne fût pas soupçonnée. Nous approchons du but. Qui veut-elle ainsi protéger ? Philip Blake ? Meredith ? Elsa Greer ? Cecilia Williams ? Évidemment, non. Son regard alla à Miss Warren. « Miss Warren, dit-il, si vous l'avez apportée, voudriez-vous nous lire la lettre que votre sœur vous a écrite ?» La réponse claqua, définitive. « Non. Mais, Miss Warren, » Angela s'était levée. « Je me rends très bien compte, dit-elle d'un ton glacé, de ce que vous insinuez en ce moment. Vous prétendez, c'est bien ça, que j'ai tué Amyas Crail et que ma sœur le savait ? Je nie énergiquement. Cette lettre a été écrite pour moi et pour moi seule. » Poirot tourna les yeux vers les fauteuils où étaient assis côte à côte Carla le marchand et John Rattray. « Je vous en prie, tante Angela, dit la jeune fille, faites ce que monsieur Poirot vous demande. » Angela Warren répondit, sévère. « Vraiment, Carla, je ne vous comprends pas. Vous n'avez donc aucune pudeur. Il s'agit de votre mère et... » « Justement, répliqua Carla, il s'agit de ma mère, et c'est pourquoi j'ai le droit, en son nom, de dire que je veux que cette lettre soit lue. » Angela Warren, tirant la lettre de son sac à main, la remit à Poirot, disant seulement « Je regrette de vous l'avoir montrée. » Puis, s'éloignant, elle alla à la fenêtre et, regardant au dehors,
tourna délibérément le dos à l'assemblée. Hercule Poirot lut la lettre à haute voix. Carla l'écoutait, les yeux clos. Elle avait comme le sentiment d'une présence nouvelle dans la pièce. Sa mère était là, comme si elle attendait. « Vous conviendrez, je pense, dit Poirot, sa lecture terminée, que c'est là une lettre curieuse. Magnifique, certes, mais curieuse. Remarquable, même, en ce sens que Caroline Creil n'y proteste pas de son innocence. » Sans tourner la tête, Angela Warren lança que ce n'était pas nécessaire. « En effet, Miss Warren, répondit Poirot, ce n'était pas nécessaire. Caroline Creil n'avait pas besoin de dire qu'elle était innocente parce qu'elle pensait que sa sœur le savait, qu'elle avait la meilleure raison du monde de le savoir. Caroline Creil n'avait qu'un désir, rassurer sa sœur et la dissuader de parler. C'est pourquoi, par 2 fois, elle écrit « Tout est très bien comme ça ». Vous ne comprenez donc pas qu'elle disait ça pour m'éviter d'avoir du chagrin? C'est exact. Elle vous voulait heureuse, c'est l'évidence même. C'est son seul souci. Elle a une petite fille, mais ce n'est pas à cette petite fille qu'elle pense. Cela viendra plus tard. Non, c'est sa sœur seule qui occupe sa pensée, à l'exclusion de quiconque. Sa sœur doit être rassurée, réconfortée, encouragée à vivre, à être heureuse. Et, pour qu'elle y consente, pour lever ses hésitations possibles, Caroline ajoute cette phrase lourde de sens. Il faut payer ses dettes. Ces 5 mots expliquent tout. Ils font expressément allusion au pénible fardeau que Caroline porte depuis des années, depuis le jour où, dans un mouvement de colère, elle a jeté un serre-livre à la figure de sa petite sœur, qui toujours conservera la marque de sa blessure. L'occasion, maintenant, s'offre à elle de payer sa dette. Et, si cela peut vous consoler, j'ajouterai que l'idée qu'elle s'acquittait de cette dette apportait à Caroline Creil une paix, une sérénité de l'âme qu'elle n'avait jamais connue. C'est pour cela qu'elle n'a été affectée ni par le procès, ni par sa condamnation. Le verdict, si étrange que cela puisse paraître, elle l'accueille avec joie. Elle est heureuse, plus que vous ne pensez. Et je le prouverai. Remarquez comme, à la lumière de cette explication, tout devient clair. Considérez les événements en vous mettant à la place de Caroline. La veille au soir, un incident survient qui lui rappelle nécessairement des souvenirs anciens. Angela lance un presse-papier sur Amyas Creil. C'est le geste même qu'elle a fait, elle, bien des années auparavant. Angela crie qu'elle voudrait voir Amyas mort. Le jour du drame, Caroline entre dans la serre. Elle y trouve Angela fourgonnant dans la glacière. Rappelez-vous les mots de Miss Williams. Elle était très rouge, comme quelqu'un qui se sent coupable. Miss Williams pense que c'est parce qu'elle a fait l'école buissonnière, mais, pour Caroline, quand plus tard elle y réfléchira, le trouble d'Angela a une autre cause. Souvenez-vous qu'une fois au moins, elle a mis quelque chose, en l'espèce du sel, dans la boisson d'Amyas. Elle a pu avoir l'idée de recommencer. Caroline prend la bouteille que lui tend Angela et descend au jardin. Elle sert Amyas, il boit, fait la grimace et prononce ces mots significatifs. « Aujourd'hui, je ne trouve rien bon. » Caroline, à ce moment-là, ne soupçonne rien. Mais, après le déjeuner, elle retourne au jardin. Son mari est mort. Elle ne doute pas qu'il ait été empoisonné. Elle n'est pas coupable. Alors, qui peut l'être? D'un seul coup, tout lui revient. Les menaces d'Angela, hier soir, son air embarrassé dans la serre. Elle est coupable. C'est une certitude tout de suite acquise. Pourquoi a-t-elle empoisonné Amyas? Elle a sans doute voulu se venger. Peut-être n'avait-elle pas l'intention de le tuer, mais seulement celle de le rendre malade. Peut-être, ayant compris qu'Amyas voulait quitter Caroline, a-t-elle agi par simple amour de sa sœur. Caroline se souvient, tellement bien, de la vivacité de ses réactions, de leur intensité, quand elle avait l'âge d'Angela. Et elle n'a plus en tête qu'une idée,
Comment protéger Angela? Comment la sauver? Cette bouteille, elle l'a touchée. Ses empreintes sont dessus. Vite, elle les essuie. Si l'on pouvait croire au suicide, si les empreintes d'Émias se trouvaient sur la bouteille, ce serait possible. Elle prend la main du mort et désespérément, tremblant d'être surprise, elle appuie l'extrémité des doigts d'Émias sur la bouteille. Acceptez cette version et tout s'explique. On comprend pourquoi c'est Angela surtout qui occupe la pensée de Caroline. Pourquoi Caroline insiste pour qu'on éloigne sa sœur. Pourquoi elle veut qu'on la tienne à l'écart de tout. Elle craint que l'enfant ne soit interrogé. Elle ne se sentira tranquillisée que lorsqu'elle la saura à l'étranger. À ce moment-là, elle sait que personne n'obtiendra de la petite les aveux qu'elle redoutait jusqu'alors. Chapitre 4. La vérité. Lentement, Angela se retourna. Elle promena sur l'auditoire de Poirot un regard dur et méprisant. « Aveugle que vous êtes !» s'écria-t-elle. « Vous ne savez pas que, si j'avais été coupable, j'aurais avoué. Jamais je n'aurais laissé Caroline souffrir ce qu'elle a enduré. Jamais !»« Il n'en reste pas moins, » dit Poirot, « que vous étiez en train de trafiquer la bouteille de bière. » « Moi ?» Poirot s'adressa à Meredith Blake. « Dans votre récit, monsieur Blake, vous dites bien avoir, le matin du crime, entendu du bruit dans cette pièce, qui est située, je le rappelle, juste au-dessous de votre chambre à coucher. »« Oui, c'était un chat. »« Comment le savez-vous ?»« Je l'ai oublié, mais c'était un chat, j'en suis sûre. La fenêtre était entr'ouverte, juste assez pour qu'un chat pût passer. » « La fenêtre avait pu être ouverte en grand et repoussée ensuite. »« Sans doute, mais c'était un chat. »« L'avez-vous vu ?» Meredith hésita. « Non, dit-il enfin. Pourtant, j'en suis sûre qu'il s'agissait d'un chat. »« Je vais vous dire, fit Poirot, d'où vous vient cette certitude. C'est le point que je voudrais souligner maintenant. Quelqu'un pourrait s'être introduit dans votre laboratoire ce matin-là, avoir pris quelque chose sur un rayon et s'être retiré sans que vous le vissiez. Si ce quelqu'un est venu d'Alderbury, ce ne peut avoir été ni Philip Blake, ni Elsa Greer, ni Émias, ni Caroline, car leurs mouvements de la matinée nous sont connus. Restent Angela Warren et Miss Williams. Celle-ci s'est rendue chez vous dans la matinée. Vous l'avez rencontrée et elle vous a dit qu'elle cherchait Angela. Sa pupille était allée se baigner tôt, mais Miss Williams ne l'avait vue ni dans l'eau ni sur les rochers. Il était possible qu'elle eût traversé la crique à la nage, comme elle devait le faire un peu plus tard en se baignant en compagnie de Philip Blake. Et c'est ce qui amenait Miss Williams sur cette rive. Je crois que Miss Williams avait vu juste. Qu'Angela s'était effectivement glissée dans votre laboratoire par la fenêtre et qu'elle avait pris quelque chose sur un rayon. Angela protesta. « Je n'ai jamais rien fait de tel, du moins pas. » Poirot poussa un cri de triomphe. « Enfin !» s'écria-t-il. « Vous vous souvenez. Vous m'avez dit que pour faire une farce à Émias, vous aviez pris de la valériane au laboratoire. »« C'est exact. Et c'est pourquoi, monsieur Blake, vous êtes sûr qu'un chat s'était introduit dans votre laboratoire. Vous avez l'odorat extrêmement sensible. En venant ici, vous avez perçu, flottant dans l'air, une odeur de valériane, si vague, si légère, que vous ne l'avez même pas remarquée. Mais, dans votre subconscient, l'association d'idées valériane-chat s'est établie. Les chats raffolent de la valériane, mais nous savons qu'elle a pour les humains un goût et une odeur désagréables, et c'est parce que, la veille, vous aviez mentionné ce détail devant elle, que la vilaine petite Miss Angela s'était dit qu'elle mettrait de la valériane dans la bière de son beau-frère, lequel avait la fâcheuse habitude d'avaler d'un trait tout ce qu'il buvait. Angela, maintenant, écoutait Poirot avec autant d'intérêt que de surprise. « Était-ce donc ce jour-là » demanda-t-elle. « Je me souviens très bien avoir chipé de la valériane au laboratoire. Je me souviens aussi avoir été surprise par Caroline au moment où j'allais la mettre dans la bouteille de bière. Je m'en souviens parfaitement, mais je n'ai jamais pensé que c'était ce jour-là. »« Naturellement, »
dit Poirot, et cela pour l'excellente raison qu'il n'y a jamais eu, dans votre esprit, le moindre rapport entre la mort d'Émias et le tour que vous proposiez de lui jouer. La tragédie, entrant brutalement dans votre vie, vous a fait oublier tout le reste. Mais moi, j'ai noté le fait. J'ai remarqué qu'en parlant, vous avez dit « J'ai pris de la valériane pour la mettre dans ce qu'il boirait ». Vous n'avez pas dit que vous l'y aviez mise. Parce que je ne l'ai pas fait. Caroline est arrivée juste comme j'allais déboucher la bouteille. Oh! C'était un cri. D'un seul coup, elle comprenait. Caroline, s'exclama-t-elle, a cru que c'était moi. Elle se tut, regarda tout le monde et retrouva son calme habituel pour dire « Je suppose que vous le croyez aussi, bien entendu. » Personne ne répondit. « Je n'ai pas tué Émias, reprit-elle, du même ton ferme, ni d'une façon, ni d'une autre, ni volontairement, ni par erreur. Si j'avais été coupable, j'aurais parlé. » La petite voix flûtée de Miss Williams s'éleva. « Mais c'est évident, ma chérie, et nous le savons. Il faut être fou pour penser le contraire. » Combative, elle s'était tournée vers Poirot, qu'elle défiait du regard. « Je ne suis pas fou, » dit doucement Poirot, « et je ne pense pas que Miss Warren soit coupable. Je sais parfaitement qui a tué Émias Crale. » Après un bref silence, il poursuivit. « Il y a toujours quelque danger à accepter comme démontrés des faits qui ne le sont pas du tout. Prenons la situation qui se présentait à Alderbury. Elle ne date pas d'hier. 2 femmes et un homme. Nous avons tenu pour acquis qu'Émias Crale se proposait de quitter son épouse pour l'autre femme. Je prétends maintenant, et je soutiens, que telle n'a jamais été son intention. Il avait eu de multiples amours qui l'accaparaient totalement pendant leur durée. Mais ce temps ne fut jamais bien long. Les partenaires de Crale étaient généralement des femmes expérimentées, n'attendant de lui que ce qu'il leur offrait, une passade flatteuse. Cette fois, il en allait autrement. Il s'agissait non d'une femme avertie, mais d'une jeune fille terriblement sincère qui s'était offerte à lui. Très moderne dans ses allures, elle était certainement, en amour, très innocente. Parce que son amour à elle était vrai et profond, elle croyait qu'elle inspirait à Émias Crale des sentiments analogues. Pour elle, la question ne se posait pas. Il s'aimerait toute la vie. Pour elle, il quitterait sa femme, elle en était sûre, sans même avoir jugé nécessaire de lui demander. Mais, direz-vous, pourquoi Émias Crale ne la détrompait-il pas? Je répondrai, à cause du portrait. Il voulait finir sa toile. Seuls prétendront que la chose est incroyable ceux qui n'ont jamais fréquenté de véritables artistes. Cette explication acceptée, la conversation entre Émias Crale et Meredith Blake nous devient plus intelligible. Crale est un peu gêné. Il donne quelques tapes dans le dos de son ami et, optimiste, lui dit que tout finira très bien. Pour Émias Crale, tout est toujours très simple. Il peint, un peu ennuyé par ce qu'il appelle des histoires de femmes jalouses. Mais il ne permettra jamais que l'une de ces 2 femmes compromette ce qu'il considère comme la seule chose importante de son existence, sa peinture. S'il disait la vérité à Elsa, c'en serait fini du portrait. Il se peut que, dans l'emballement des premiers jours, il ait parlé de quitter Caroline. Quand ils aiment, les hommes disent de ces choses-là. Il se peut qu'il l'ait simplement laissé entendre, comme il le laisse entendre maintenant à son ami. Tout cela n'a à ses yeux aucune importance. Qu'Elsa se figure ce qu'elle veut, ça lui est égal. L'essentiel est qu'elle se tienne tranquille 1 jour ou 2 encore. Après, il lui annoncera que leur liaison est finie. En amour, les scrupules ne l'ont jamais embarrassé. Au début, il a fait, je le crois, un effort sincère pour ne pas abuser Elsa. Il l'a prévenue. Il lui a dit quel genre d'homme il était. Mais elle n'a pas voulu tenir compte de son avertissement. Elle s'est précipitée au-devant de son destin. Il n'a pas insisté. Il joue son jeu.
aux victimes de se défendre. Et, lui eût-on fait quelques reproches, il n'aurait pas manqué de dire qu'Elsa était jeune et qu'elle se consolerait vite. C'est ainsi que raisonne un Émias Creil. Il n'aimait vraiment qu'une femme, la sienne. Elle ne lui causait pour le présent aucun souci véritable. Elle savait qu'il lui suffisait d'être patiente quelques jours encore. Par contre, il était furieux de l'attitude insolente adoptée par Elsa vis-à-vis de Caroline. Furieux, mais non inquiet, car, optimiste toujours, il est persuadé que rien ne cassera. Caroline lui pardonnera comme elle a toujours fait, et il faudra bien qu'Elsa prenne son parti de la situation. Les problèmes de la vie ne sont jamais compliqués pour un homme tel que Creil. Je crois pourtant que, le dernier soir, il commence à se tracasser un peu, non pas à cause d'Elsa, mais à cause de Caroline. Il est possible qu'il soit monté à sa chambre et qu'elle ait refusé de le recevoir. En tout cas, après une mauvaise nuit, le matin, il la prend à part dans la bibliothèque et lui lâche la vérité. Oui, il a été amoureux d'Elsa, mais c'est fini. Sa toile terminée, il ne la reverra plus. Caroline répond. Elle s'indigne et s'écrie « Toi et tes femmes ». Cette petite phrase, notons-le, au passage, classe Elsa parmi les autres, celles qui ont passé dans l'existence d'Émias et qui ont suivi leur chemin. Et elle ajoute « Un jour, je te tuerai ». Elle est hors d'elle, révoltée par son cynisme, par sa cruauté aussi. Quand Philip Blake la verra dans le hall, il l'entendra murmurer pour elle-même « C'est vraiment trop cruel ». C'est à Elsa qu'elle pensait. Cependant, Creil quitte la bibliothèque, rencontre Elsa et Philip Blake et dit à la jeune fille qu'il est temps de descendre au jardin. Ce qu'il ignore, c'est qu'assise près de la fenêtre ouverte, elle a tout entendu. Le récit qu'elle donnera plus tard de la conversation est faux. Personne ne le confirme, et nous devons la croire sur parole. Elle sait la vérité, et elle l'a apprise de la façon la plus brutale qui se puisse concevoir. Il nous est facile d'imaginer le choc terrible qu'elle vient de recevoir. Meredith Blake nous a dit que, la veille, dans l'après-midi, tandis que dans le couloir, il attendait que Caroline sortît du laboratoire, il tournait le dos à la porte. Il bavardait avec Miss Greer, qui, par conséquent, lui faisait face. Ce qui revient à dire que, par-dessus son épaule, elle a pu voir, et elle était seule placée pour le faire, ce que faisait Caroline. Elle a vu Caroline s'emparer du poison. Elle n'a rien dit, mais elle s'en souvient le lendemain. Quand Émias paraît, elle prétend avoir besoin d'un chandail et elle court chercher le poison dans la chambre de Caroline. Les femmes savent où les autres femmes sont capables de cacher quelque chose. Elle trouve le flacon de conéine, et prenant soin de ne pas effacer les empreintes et de ne point laisser les siennes, elle prend une certaine quantité de liquide dans une pipette, un compte-gouttes de stylographe. Elle redescend ensuite et s'en va au jardin avec Émias. C'est peu après qu'elle verse la conéine dans un verre de bière qu'il engloutit à sa manière ordinaire. Cependant, Caroline est très troublée. Quand elle voit Elsa qui revient vers la maison, cette fois pour y prendre une écharpe, elle court au jardin et fait de vifs reproches à son mari. Ce qu'il va faire est abominable. Elle ne tolérera pas ça. C'est trop cruel pour cette petite qui n'a pas mérité ça. Émias, horripilé d'être interrompu dans son travail, répond que la question est réglée et que, dès que sa toile sera terminée, il veillera lui-même à ce qu'elle fasse ses bagages. Émias et Caroline entendent les pas des frères Blake. Caroline sort du jardin et, un peu gênée, dit qu'ils viennent de discuter à propos d'Angela et qu'elle a beaucoup à faire. Ce que les deux hommes ont surpris de la discussion, ils l'appliqueront tout naturellement à Angela. Elsa, son écharpe à la main, descend le sentier. Calme et souriante, elle va reprendre la pose. Elle espérait bien que Caroline serait soupçonnée à cause du flacon qu'on trouvera dans sa chambre. Mais Caroline, maintenant, joue dans son jeu. Elle apporte à son mari une bouteille de bière et elle le sert. Émias boit, fait la grimace et dit « Aujourd'hui, je ne trouve rien bon ». Est-ce que cette remarque ne prend pas maintenant son véritable sens ? Rien ne lui paraît bon. C'est donc qu'il a déjà pris quelque chose
qui lui a semblé désagréable à boire, et qui lui a laissé dans la bouche un goût qui s'y trouve encore. Et ce n'est pas tout. Philip Blake nous a dit qu'il avait remarqué la démarche hésitante d'Émias, et qu'il s'était demandé s'il n'avait pas bu. N'étaient-ce point là les premiers symptômes de l'empoisonnement, et n'avons-nous pas là la preuve que la conéine avait été administrée à Émias quelque temps avant que Caroline lui apportât à boire? Elsa Greer, donc, reprit la pause, et comme il lui fallait faire en sorte qu'Émias ne soupçonnât rien avant qu'il fût trop tard, elle continua à lui parler gaiement et naturellement. Apercevant Meredith Blake, assis un peu plus haut sur la plate-forme, elle lui fait signe de la main, et, à partir de ce moment, c'est pour lui surtout qu'elle joue la comédie. Émias, qui avait horreur de la maladie, qui refusait de s'incliner devant elle, s'obstine à peindre jusqu'à ce que ses forces le trahissent. Sa parole s'embarrasse, ses membres s'alourdissent. Il s'assied, épuisé, mais l'esprit encore clair. La cloche sonne pour le déjeuner. Meredith se met en route pour descendre au jardin, et j'imagine qu'Elsa profite du court instant durant lequel il la perd de vue pour courir à la table et laisser tomber les dernières gouttes du poison dans le verre dans lequel Émias a bu pour la dernière fois. Elle se défera de la pipette dans le sentier et la réduira en poudre. Meredith arrive, un peu ébloui par le grand soleil. Il sort de l'ombre. Il aperçoit son ami, affalé sur le banc, dans une position qui lui semble familière. Émias, qui regardait sa toile, tourne la tête vers lui, et Meredith remarque que son regard a quelque chose d'étrange, qu'il est sans bienveillance, qu'Émias a l'air mauvais. Émias savait-il? Avait-il compris? C'est ce que nous savons pas, et ce que nous ne saurons jamais. Hercule Poirot, d'un geste de son bras levé, montra la toile accrochée au mur. Mais, conclut-il, j'aurais dû deviner la vérité le jour où j'ai vu cette toile. Un tableau entre tous remarquable, puisque c'est le portrait d'une meurtrière peint par sa victime. Le portrait d'une femme qui regarde mourir l'homme qu'elle aime et qu'elle a tué. Chapitre 5. Verdict. Un silence suivi. Un silence horrifié, effrayant. Le soir venait. Dans la pièce déjà un peu obscure, les derniers rayons du couchant tombaient sur la brune chevelure d'Elsa. Elle s'assit plus droite dans son fauteuil et dit « Emmenez tout le monde, Meredith. Laissez-moi seule avec monsieur Poirot. » Lorsque la porte se fut refermée sur Meredith, Elsa se tourna vers le détective. « Vous vous trouvez très fort, n'est-ce pas ?» Poirot ne répondit pas. Elle poursuivit. « Qu'espérez-vous ? Une confession ?» Il secoua la tête négativement. « N'y comptez pas, dit-elle. Je n'avouerai pas. Je ne reconnaîtrai rien. Et ce que nous disons en ce moment n'a pas d'importance. C'est votre parole contre la mienne. » « Exactement. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous allez faire. »« Je ferai, répondit Poirot, tout ce que je pourrai pour obtenir la réhabilitation de Caroline Creil. » Elle se mit à rire. « Et en ce qui me concerne ? Je déposerai mes conclusions devant qui de droit. Si les autorités compétentes jugent que des poursuites peuvent être engagées, elles le feront. À mon sens, elles s'abstiendront. Les preuves ne sont pas suffisantes. Il y a plus de présomptions que de certitudes démontrables. Les bases de l'accusation seraient fragiles et, du fait de votre rang social, on hésitera. Il me serait, d'ailleurs, égal qu'on me fît un procès. Au contraire, être au banc des accusés, combattre pour défendre ma vie, lutter, il me semble que la partie m'intéresserait, que je ne détesterais pas de la jouer. Votre mari serait sans doute d'un autre avis. » Elle le regarda, sincèrement surprise. « Vous ne pensez pas, j'imagine, que je me soucie de ce qu'il pourrait penser ? » ?»« Certes non. Je crois que de toute votre vie, vous n'avez jamais pensé aux autres. C'est dommage, vous auriez été plus heureuse. »
Ça vous fait de la peine? Ça me chagrine, en effet. Et pourquoi? Parce que, mon enfant, vous avez tant de choses à apprendre que vous ne découvrirez peut-être jamais. Et quoi donc? Tous les sentiments élevés, la compréhension, la sympathie, la pitié. Vous n'avez jamais connu que la haine et l'amour. Ils se turent un instant, puis elle parla. Et j'ai vu Caroline prendre la conéine. J'ai cru qu'elle avait l'intention de se tuer. Ça aurait tellement simplifié les choses. Le lendemain matin, j'ai appris la vérité. Il lui disait qu'il m'avait assez vu, qu'il m'avait aimé, mais que c'était fini. Mon portrait terminé, il m'enverrait promener. Il ajoutait qu'elle n'avait plus à se tracasser et, elle, me plaignait. Je ne sais si vous pouvez comprendre ce que j'éprouvais alors. J'ai pris la conéine, je la lui administrai et je l'ai regardée mourir. Jamais je ne me suis sentie plus pleine de vie, plus heureuse. Je l'ai regardée mourir. Elle écarta les mains dans un geste désolé. Ce dont je ne me rendais pas compte, poursuivit-elle, c'est que c'était la femme qui était en moi, que j'étais en train de tuer. Après, Caroline était prise au piège. Mais je n'en eus aucune satisfaction. Je ne pouvais rien contre elle, tout lui était égal. Elle m'échappait. Déjà, elle n'était plus là. Comme Émias. Ils étaient quelque part où je ne pouvais plus les atteindre. Ils étaient ensemble. Et moi, j'étais morte. Elle se leva et, avant de quitter la pièce, répéta « J'étais morte !» Dans le vestibule, elle passa devant Carla le marchand et John Rattray. Deux jeunes gens devant qui s'ouvraient les portes de la vie. Lady Ditisham monta dans sa voiture. Le chauffeur s'empressa pour draper une couverture autour de ses jambes.